Avant que la bataille ne commence, soutenez la chaîne. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus d'histoires militaires. Votre soutien nous aide à faire revivre les guerres, les stratégies et les tournants qui ont forgé l'histoire. Le 2 septembre de l'an 31 avant notre ère. La mer Ionienne s'apprête à devenir rouge sang. Le destin de Rome se joue ici, au large de la Grèce. Quel camp choisirez-vous dans ce chaos impérial poids bas? Depuis l'année 32, la République romaine se déchire en deux blocs. À l'ouest, l'héritier consolide son pouvoir avec une propagande impitoyable. Il accuse son rival d'avoir trahi les coutumes ancestrales de Rome. À l'est, le triumvir règne en monarque absolu depuis Alexandrie. Il est sous le charme politique et personnel de la reine. Le Sénat déclare officiellement la guerre à l'Égypte pour sauver les apparences. En réalité, c'est une lutte à mort entre deux chefs de guerre. Les forces en présence sont radicalement différentes par leur conception stratégique. Le triumvir mise sur la puissance brute et le gigantisme naval. Sa flotte compte 500 navires, dont d'immenses galères cuirassées. Ces forteresses flottantes portent des tours de combat remplis d'archers. Cependant, ces équipages sont décimés par la maladie en Grèce. Il manque cruellement de rameurs pour manœuvrer ces colosses de bois. Face à lui, l'héritier dispose d'une flotte plus modeste numériquement. Mais ces navires sont des liburnes, légers et extrêmement maniables. L'amiral commande cette flotte avec un génie tactique redoutable. Au printemps 31, l'amiral lance une offensive éclair audacieuse. Il capture Métone et coupe le ravitaillement venant d'Égypte et du Levant. Le triumvir se retrouve piégé dans le golfe Ambracique. La faim et la malaria ravagent son campement durant l'été. Le moral des légions orientales s'effondre face à ce blocus hermétique. Les désertions se multiplient parmi les alliés des rois et les sénateurs. Le triumvir tente alors une sortie désespérée le 2 septembre. Il fait brûler les navires qu'il ne peut plus armer. Il embarque ses meilleures troupes sur les vaisseaux restants. Son plan est de briser la ligne adverse pour fuir vers l'Égypte. La flotte sort du Golfe en fin de matinée. La mer est calme, mais une brise se lève du nord-ouest. L'héritier garde ses distances pour ne pas être écrasé. Il attire les monstres lourds vers la haute mer. L'amiral étend son aile gauche pour contourner la droite ennemie.
Il est forcé d'étirer sa ligne pour éviter l'encerclement. Le centre de la bataille devient un chaos indescriptible. Les lourdes quinquérèmes tentent d'éperonner les agiles liburnes. Mais les navires de l'héritier esquivent les chocs frontaux. Il harcèle les géants, brisant leurs rames pour les immobiliser. Soudain, un mouvement stupéfiant se produit au cœur de la mêlée. Les 60 navires de la reine hissent leurs voiles pourpres. Profitant d'une brèche, ils fuient le combat à toute vitesse. Ils abandonnent la flotte principale en pleine lutte acharnée. Le triumvir aperçoit la fuite de son allié depuis son vaisseau amiral. Il prend alors une décision qui ternira sa gloire à jamais. Il quitte son propre navire pour monter sur une galère rapide. Il abandonne ses soldats fidèles pour suivre la reine en fuite. La flotte orientale, sans chef, continue de se battre avec rage. Mais sans commandement unifié, la résistance devient futile. L'héritier ordonne l'utilisation de projectiles incendiaires contre les coques immobiles. Les forteresses de bois se transforment en brasiers infernaux. Les légionnaires du triumvir périssent par le feu ou la noyade. À la tombée de la nuit, la victoire est totale. L'héritier est désormais le seul maître du monde romain. Cette bataille marque la fin sanglante de la République. L'Empire romain naît sur les cendres fumantes d'Actium.